Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Commençons avec les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu aujourd'hui la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal. Le président de la République a également reçu le haut conseiller du président américain, Massaad Boulos, et la délégation qui l'accompagne. Cap sur le secteur stratégique des mines avec deux exemples édifiants dans ce journal, le gisement de zinc et de plomb de Talla Hamza Ouadamizour à Béjaïa et le gisement de fer de Garage Bilet à Tindouf dont l'exploitation est prévue pour bientôt. Les médias français continuent de diffuser des messages haineux contre l'Algérie en offrant des tribunes pour certaines figures politiques françaises, notamment d'extrême droite, qui tiennent des propos discriminatoires et racistes. On en parle dans un instant. Et une nouvelle opération menée par les forces de sécurité en Espagne, qui a ciblé un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue, révèle que le Maroc demeure un maillon central des réseaux de trafic des drogues. Les détails dans un instant. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal, lors d'un entretien en tête-à-tête élargi par la suite, en présence du chef de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Ammar Abba. Et le président de la République a également reçu Massaad Boulos, haut conseiller du président américain, la délégation qui l'accompagnait. Dans l'actualité nationale également, réunion de gouvernement ce mardi présidée par le Premier ministre Sefer Yeb. À l'ordre du jour, l'examen d'un projet de décret exécutif portant modalité de création des coopératives agricoles, de leur organisation et de leur fonctionnement. Ce texte vise à moderniser le cadre juridique et organisationnel des coopératives agricoles en Algérie dans le but de renforcer leur rôle dans le développement agricole, la sécurité alimentaire et la promotion de l'investissement rural. Par ailleurs, et conformément aux directives du président de la République, le gouvernement a entamé l'examen des projets de feuilles de route 2026-2028 pour chaque secteur avant de les soumettre au Conseil des ministres pour approbation. Dans ce cadre, le gouvernement a entendu un exposé sur le projet de feuille de route du secteur de l'industrie qui porte sur la diversification de l'industrie nationale et l'augmentation de sa contribution au PIB, ainsi que sur la vision stratégique pour le renforcement et la consolidation de l'écosystème national dédié au développement de ce secteur. Le Premier ministre a rappelé à ce titre les orientations générales portant sur la méthodologie de préparation des feuilles de route sectorielles, notamment au plan de l'identification des axes stratégiques du secteur, la définition des instruments et outils opérationnels pour la mise en œuvre de cette stratégie, la mise en adéquation des objectifs de la stratégie avec les capacités humaines et financières disponibles, la prise en charge de l'interaction sectorielle des mesures et projets proposés, et enfin, l'estimation des détails de leur réalisation. Conformément aux instructions du président de la République, le Premier ministre Sefer Yeb a présidé aujourd'hui la première session du Conseil national de l'investissement dans le cadre des dispositions de la loi numéro 2218 relative à l'investissement. Cette réunion a été consacrée à l'évaluation du dispositif national de promotion de l'investissement en vue d'en renforcer l'efficacité. À cette occasion, le Conseil a examiné le niveau de mise en œuvre des dispositions législatives encadrant ce dispositif ainsi que les mesures visant son amélioration, notamment à travers une meilleure prise en charge des attentes des investisseurs. La réunion a également été marquée par le lancement officiel de l'élaboration de la stratégie nationale de l'investissement appelée à définir les orientations et priorités de l'action publique en matière d'attractivité, de promotion et d'orientation de l'investissement à moyen et à long terme.
Dans le volet coopération, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi le haut conseiller du président américain pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, Mas'ad Boulos, qui effectue une visite officielle en Algérie. Le ministre d'État a eu une rencontre en tête-à-tête avec Boulos, suivie d'une réunion élargie aux membres des délégations algériennes et américaines. Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue les différents aspects des relations algéro-américaines et d'examiner les moyens de les renforcer et de les hisser au plus haut niveau possible. Les deux parties ont souligné l'importance du renforcement du dialogue stratégique établi entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique et réaffirmé la nécessité de poursuivre la dynamique positive que connaît le partenariat bilatéral, notamment dans les domaines économiques. Enfin, les deux parties ont procédé à un échange de vues sur les principales questions d'actualité dans le monde arabe et en Afrique, notamment les développements de la situation en Libye, dans la région sahélo-saharienne et au Sahara occidental. Le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a reçu au cercle de garnison de Djanet, en 4e région militaire, le vice-amiral Ottaviani Giacinto, directeur national des armements italiens. Les deux ont par la suite co-présidé la 16e session du comité mixte de coopération algéro-italien consacré au domaine technico-militaire et à l'industrie de défense. Les deux parties ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les domaines technico-militaires et les industries de défense. Le vice-amiral Ottaviani Giacinto, directeur national des armements italiens. Les deux parties ont co-présidé la 16e session du comité mixte de coopération algéro-italien consacré au domaine technico-militaire et à l'industrie de défense. Les deux parties ont abordé également plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les domaines technico-militaires et les industries de défense. On parle dans cette édition d'un secteur stratégique, celui des mines avec le projet minier de l'exploitation du gisement de fer de Garage-Biled, un projet accompagné de plusieurs réalisations majeures, dont la construction d'une centrale photovoltaïque lancée par le groupe Sonelgaz dans la région de Tindouf, une centrale d'une capacité de 205 MW, nous dit Ammar Touaguine et Majda Jahmoun. Regardez. En accompagnement du méga-projet de Garage-Biled et afin de sécuriser les besoins énergétiques de ce site stratégique, notamment ceux de l'unité de traitement primaire du minerai de fer, le groupe Sonelgaz a lancé la réalisation d'une centrale solaire d'une capacité de 205 MW. Un projet structurant qui vient renforcer les infrastructures énergétiques de Tindouf. Le groupe Sonelgaz a procédé au lancement d'un projet de centrale photovoltaïque au niveau du site de Garage-Biled, d'une capacité de 205 MW. La particularité de cette centrale réside dans son système de stockage par batterie, permettant l'injection de l'électricité produite dans le réseau national, y compris en dehors des périodes d'ensoleillement. Nous sommes l'entreprise chinoise CRCC 20. Notre équipe, qualifiée, est parfaitement structurée et mobilisée pour la réalisation de ce projet. Nous travaillons à un rythme soutenu afin de remettre le projet dans les délais fixés. Nous disposons des capacités techniques nécessaires pour mener ce projet à terme. Dans la même zone, un centre de transformation électrique est en cours de réalisation afin d'alimenter le site minier. Par ailleurs, l'atelier de l'usine a été raccordé en urgence aux lignes électriques pour permettre le lancement des travaux. Sonelgaz réalise actuellement le projet du centre de transformation électrique 220 sur 30 kV de Garage-Biled situé à Tindouf.
Ce projet vise à transférer l'énergie électrique produite par la centrale photovoltaïque de Garaj Bilat à travers deux lignes à très haute tension de 220 kV sur une distance de 85 km. Afin d'alimenter le projet stratégique du gisement de Garaj Bilat, il constitue une infrastructure de base pour assurer le transport et l'exploitation efficace de l'énergie solaire produite. Sonelgaz a réalisé une ligne électrique de 40 km pour raccorder la base de vie et l'atelier de l'usine. Par ailleurs, afin d'alimenter l'unité de traitement primaire d'une capacité de 8 MVA, une turbine de 17 MW ainsi qu'une ligne électrique de 30 kV ont été réalisées puis mises en service dans de brefs délais. L'enjeu n'est donc pas seulement l'exploitation du minerai, mais la mise en place d'un socle énergétique capable de porter durablement l'un des projets stratégiques majeurs du pays. Et justement, autre méga projet minier, le gisement de zinc et de plomb de Tala Hamza Oued Amizour à Béjaïa. Un projet en phase de réalisation et dont l'exploitation est attendue pour mars 2026, nous dit Miled Hennin dans ce papier. Regardez. L'exploitation du gisement de zinc et de plomb de Tala Hamza Oued Amizour sur une superficie de 234 hectares s'impose comme l'un des projets miniers les plus prometteurs du pays. Le projet repose sur des réserves estimées à près de 34 millions de tonnes, ce qui en fait l'un des plus importants gisements à l'échelle internationale. Il figure au 3e rang mondial. Ce projet stratégique est appelé à jouer un rôle majeur dans le développement de l'économie nationale en tant que source essentielle de matières premières pour les industries de transformation. Réalisé dans le respect des normes internationales du développement durable, l'ensemble des études techniques, juridiques et contractuelles a été finalisé dans le cadre d'une approche intégrée couvrant toutes les phases du projet, de la construction à l'exploitation jusqu'à la réhabilitation du site. Les autorités publiques ont accordé une grande importance à ce projet compte tenu de ses retombées économiques et sociales. Ce projet minier stratégique profitera aussi bien à la région qu'au pays. Il permettra la création de 700 postes directs et de plus de 2000 emplois indirects, contribuant ainsi à la dynamisation de l'économie nationale. La production annuelle est estimée à près de 2 millions de tonnes, dont 170 000 tonnes de zinc et 30 000 tonnes de plomb. Le projet permettra de couvrir une partie importante de la demande nationale, de réduire les importations de ces minerais et de valoriser l'exportation des excédents en générant des recettes supplémentaires en devises. Le groupe Sonarem a engagé, en coordination avec les autorités locales, une série de mesures visant à libérer le foncier nécessaire à la réalisation du projet, tout en garantissant une indemnisation équitable des citoyens concernés. La mine de zinc et de plomb Tala Hamza Oued Amizour marque une étape décisive dans la stratégie nationale de valorisation des ressources minières. Elle ouvre la voie à un positionnement affirmé de l'Algérie parmi les plus grands producteurs mondiaux de zinc et à la consolidation du secteur minier comme un pilier essentiel de la diversification économique et de la croissance durable. Et nous disions au tout début de ce journal, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal. Je vous invite à écouter sa déclaration à l'issue de l'audience avec le chef de l'État. Je suis très honorée de l'audience que vient de m'accorder Monsieur le président Abdelmadjid Tebboune, qui prouve sa volonté de dialogue dès lors que le respect et la considération sont également au rendez-vous. Je suis venue écouter et apprendre dans 2 domaines, la créativité économique et la culture. Car l'association pour l'amitié entre la France et l'Algérie que je préside travaille depuis plus de 60 ans au développement du dialogue, de l'amitié, de l'échange, de la compréhension mutuelle et de la recherche de perspectives communes. Et justement pour construire des perspectives communes, et il y en a beaucoup, comme je le constate, les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés ce matin m'ont dit le potentiel considérable que représente l'excellente formation des salariés et collaborateurs ici dans le pays, leur motivation, leur envie de créer et de réussir. C'est pourquoi la reconstruction de l'amitié entre la France et l'Algérie
est un devoir que nous avons d'abord envers les jeunes générations des deux rives, qui ne demandent qu'à développer ensemble leurs projets. On écoute encore une fois la présidente de l'association France-Algérie. L'histoire entre la France et l'Algérie est une histoire blessée, faite de domination, de violences indignes, mais aussi de luttes, de résistance, de destins mêlés, de familles construites entre les deux rives, de projets économiques et culturels communs, de partenariats et de potentiels trop souvent occultés ou méconnus que nous devons mettre en valeur. Il faut faire reculer les postures politiciennes, les provocations, les discours qui déchirent de la part de ceux qui ne veulent pas que l'Algérie avance et qui ne veulent pas encore admettre la souveraineté nationale de l'Algérie, son rôle diplomatique dans le monde, sa décision de non-alignement, sa liberté totale de choisir ses alliances et ses causes. Et moi, je respecte profondément cela et j'espère que les autorités françaises finiront aussi par respecter cette souveraineté nationale de l'Algérie. Certains ne veulent pas qu'elle réalise des projets d'excellence, comme elle est en train de le faire. C'est pourquoi l'amitié réparée entre nos pays et nos peuples doit se réaliser. Je le souhaite de tout mon cœur. Elle viendra, j'en suis sûre, pour libérer les envies de construire, de créer, de comprendre, d'inventer, bref, de construire des trajectoires de vie heureuses. Abattre les murs pour construire des passerelles de savoir et de respect par le dialogue. La mémoire n'est jamais une rente, ni une culpabilité héréditaire. C'est une vérité des blessures et des traumatismes qui doivent être nommés, réparés, excusés, sans je ne sais quelle contrepartie. Il s'agit de pouvoir construire ensemble plus jamais cela, justement pour regarder l'avenir. Et le premier geste que doit faire la France, qui aurait dû être fait depuis longtemps, c'est la restitution des biens culturels et des archives, et j'y mettrai toute ma force. D'abord les objets de l'émir Abdelkader et des autres personnalités algériennes. Ensuite, les ossements de tous les chouhadas, conservés au musée de l'Homme, afin de leur donner pour qu'ils soient honorablement inhumés, comme l'a dit le président M. Tebboune. Toutes les archives, ensuite, qui sont conservées à Aix-en-Provence et qui ont été pour partie numérisées et donc qui peuvent être rendues très rapidement. Le canon d'Alger, qui se trouve à Brest. Tout cela, c'est d'ailleurs la commission mixte Histoire et Mémoire qui l'a confirmé dans son rapport du 22 novembre 2023. Je veux y ajouter, parce que c'est un domaine que je connais bien, j'étais ministre de l'Énergie, je veux y ajouter les archives et le dossier complet sur les essais nucléaires dans le Sahara, afin de mesurer l'ampleur en effet des dégâts et les réparer. Je voudrais citer justement l'émir Abdelkader, qui a écrit ceci: « L'homme est grand par ce qu'il sait et noble par ce qu'il fait. » Je répète, l'homme est grand par ce qu'il sait et noble par ce qu'il fait. Et donc ce serait noblesse que de rendre au peuple algérien les objets qui lui appartiennent. C'est ce que je dirai au président Emmanuel Macron à mon retour pour l'inciter à agir en ce sens, comme d'ailleurs il l'avait dit au début de son quinquennat. Car la mémoire bien dite apaise, oblige et élève. Elle permet de construire le futur. C'est même en construisant le futur que l'on va changer le regard sur chacun de nos deux magnifiques pays. Et Ségolène Royal est également revenue sur la coopération algéro-française. Je vous invite à l'écouter de nouveau. La relation entre nous peut devenir, j'en suis certaine, créatrice, enthousiaste, avec les générations qui vivent passionnément, qui innovent, avec les entreprises qui coopèrent pour les deux rives. Et quel plus beau rapprochement aussi que la culture. Je visiterai demain avec la ministre de la Culture, je la remercie, le musée Bastion 23, le musée Ali Lapointe. Et nous avons d'ailleurs évoqué des prochains événements culturels qui me donneront l'occasion de revenir et je m'en fais déjà une grande joie.
Nous avons un destin commun parce que nous avons un patrimoine commun qui est la Méditerranée. Et donc nous avons des civilisations mêlées qui se nourrissent les unes les autres. Je voudrais terminer par cette belle pensée de l'Algérien Saint-Augustin, né à Tagaste, qui a écrit ceci: « La vérité est comme un lion, laisse-la libre, elle se défendra elle-même. » Alors, libérons la vérité de nos passés et construisons une nouvelle alliance par des projets communs d'égal à égal. Autre actualité à présent avec le décret exécutif fixant le statut type de l'établissement public à caractère scientifique et technologique, publié dans le dernier numéro du journal officiel. Il permet pour la première fois aux chercheurs permanents, enseignants, chercheurs hospitalo-universitaires et aux enseignants-chercheurs, ainsi qu'aux étudiants relevant des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, de réaliser des travaux de recherche desquels découlent des droits de propriété intellectuelle, et ce en utilisant les techniques et les moyens de l'établissement ou de l'établissement du milieu professionnel. Les auteurs des travaux de recherche réalisés à titre individuel ou collectif peuvent également déposer une demande de protection des droits de propriété intellectuelle découlant des travaux de recherche réalisés par leurs propres moyens au nom de l'établissement dont ils relèvent en vertu d'une convention. Innovation avec cette initiative lancée à l'université Houari Boumediene de Bab el-Zouar dans le but d'encourager l'entrepreneuriat étudiant. Il s'agit d'un guichet unique qui vient d'être inauguré pour permettre aux étudiants porteurs de projets de transformer leurs idées en start-up. C'est un sujet signé Meïcha Bout. La mise en service d'un guichet unique au niveau de l'université devra permettre aux universitaires porteurs de projets d'accéder au monde de l'entrepreneuriat en leur offrant l'accompagnement nécessaire. Je suis porteuse d'un projet innovant. J'ai commencé les démarches pour obtenir un registre de commerce. C'est une excellente initiative car elle m'évite les déplacements. Ce guichet unique représente une grande opportunité pour nous. Il nous permet de présenter nos idées et de travailler à leur développement. Aujourd'hui, le guichet unique est ouvert dans 3 universités. L'université de Bab el-Zouar, l'université de Constantine et l'université de Tlemcen. D'autres universités suivront prochainement et une plateforme électronique sera mise en place pour regrouper toutes les problématiques et les obstacles liés au projet. Destiné aux étudiants, enseignants et chercheurs, ce guichet vise à faciliter la transformation des idées innovantes en projets concrets, puis en start-up capables de contribuer à l'économie nationale. En tant que porteurs de projets innovants et jeunes Algériens, nous aurons un rôle essentiel dans la relance de l'économie nationale dans son ensemble. À travers ce guichet unique, un soutien sera apporté aux jeunes afin de concrétiser leurs projets sur le terrain. Ce dispositif permettra à l'université de se positionner comme un espace d'innovation et d'entrepreneuriat, au cœur de la stratégie nationale de développement, un tournant majeur pour la formation d'une génération de jeunes qualifiés capables de relever les défis scientifiques et économiques de demain. Restons dans le domaine de l'innovation et l'entrepreneuriat. Les 5 meilleurs incubateurs à l'échelle nationale ont été distingués hier à Alger. Un réseau national d'incubateurs universitaires a été lancé à cette occasion. L'objectif étant de renforcer la coopération entre les différentes universités, nous dit Anis Chir qui était sur place. L'Incubator est l'heureux lauréat du premier prix du classement national des 5 incubateurs les plus performants du pays. En 5 ans, il a accompagné des centaines de start-up et encore plus de porteurs de projets innovants. Nous sommes engagés dans l'accompagnement des startups et des porteurs de projets innovants depuis 2020, presque 6 ans. Nous avons pu accompagner à travers nos programmes pas moins de 350 startups et plus de 3000 porteurs de projets et entrepreneurs à travers le territoire national dans plusieurs domaines, à l'exemple de la fintech, donc la technologie financière, le domaine de l'économie verte. On a travaillé beaucoup sur la thématique de l'économie maritime, mais d'autres secteurs aussi stratégiques, toujours en collaboration avec des partenaires institutionnels et des partenaires économiques. Cette cérémonie de remise de prix a été l'occasion de présenter ce nouveau classement national, un rendez-vous appelé à se tenir désormais tous les 6 mois pour stimuler la compétitivité de l'écosystème entrepreneurial et mesurer concrètement les résultats à l'échelle nationale. Le classement national est important parce que notre objectif est d'avoir des incubateurs qui peuvent se classer dans des classements à l'international. Et donc commencer par un classement local
est une motivation et aussi c'est un entraînement pour nos incubateurs. Il faudrait que les incubateurs sachent que le département ministériel suit de près leur travail, évolue leurs résultats obtenus sur le terrain, le nombre de labels, le nombre de contrats d'Open Innovation qui signent avec les partenaires économiques. Et donc, c'est une initiative très importante dans le sens où nous allons permettre à des incubateurs de se mesurer à ce qui se fait en Algérie, mais aussi pouvoir se mesurer à ce qui se fait à l'international. Pour ce classement, les critères retenus pour désigner les lauréats sont transposés d'un des principaux index mondiaux avec pour objectif de valoriser les structures les plus performantes et préparer l'Algérie à l'échelle continentale puis internationale. On a fait un benchmarking international. Il existe 3 institutions internationales qui classent les incubateurs universitaires, privés ou publics au niveau international. Et parmi le benchmarking, on a choisi le UBI Global. Dans le UBI Global, on a pris 6 critères de UBI Global et on a projeté 6 critères au niveau de l'Algérie. Aujourd'hui, il existe plus que 200 incubateurs au niveau national dans les différentes structures, soit les universités, soit privées, soit publiques. Ce dispositif vient compléter les actions publiques déjà engagées afin d'assurer un suivi et l'efficience des projets, afin de valoriser la création d'emplois et la croissance économique. L'incubateur Innovest Company a accompagné 45 projets innovants et start-up à la wilaya de Tébessa et toute l'Algérie. Alhamdulillah, l'incubateur Innovest a fait le pas pour le développement de l'écosystème en Algérie. Et j'espère qu'aujourd'hui, c'est le ranking national et 2026, Inch'Allah, c'est le ranking international. À terme, l'objectif est clair, porter l'écosystème entrepreneurial à 20 000 startups effectives et faire de l'entrepreneuriat un levier économique. À noter qu'un réseau national entre les universités et le tissu d'incubateurs sera prochainement mis en place afin de mutualiser les ressources et les compétences. Tension diplomatique entre Alger et Paris, le climat n'est pas à l'apaisement avec les nombreux messages haineux lancés par certains médias français contre l'Algérie. Ces mêmes médias qui offrent une tribune pour certaines figures politiques françaises, notamment d'extrême droite, en leur permettant de diffuser des propos racistes, xénophobes ou stigmatisants. C'est ce que nous dit Emile Sefta dans ce papier. Dans le paysage médiatique français, l'Algérie revient souvent, mais rarement pour ce qu'elle est réellement. Sur les plateaux télévisés publics comme privés, certaines figures médiatiques sont régulièrement invitées pour parler d'immigration, de sécurité ou de mémoire coloniale. Des débats où l'Algérie devient une cible récurrente à travers des discours parfois stigmatisants et caricaturaux. Parmi ces personnalités, Éric Zemmour occupe une place centrale. Condamné à plusieurs reprises par la justice française pour incitation à la haine et injures racistes, il a longtemps bénéficié d'une exposition médiatique massive. Ces prises de position associent régulièrement immigration, Algérie et déclin national, dans une rhétorique désormais bien connue. Ce que je condamne, c'est l'ultra-racaille, l'ultra-immigration et je dirais l'ultra-foutage de gueule des médias et des politiques dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Certains médias français n'informent plus. Ils stigmatisent, désignent des boucs émissaires et nourrissent jour après jour un climat de rejet et de peur. Sous couvert de débats, de liberté d'expression ou de parler vrai, les mêmes mécanismes se répètent. Faits divers montés en épingle, amalgame constant entre immigration et criminalité, soupçons généralisés à l'égard de toute une communauté. Bref, un système orienté vers la fabrication de l'ennemi intérieur. Les médias deviennent des acteurs politiques au service de l'exclusion. Résultat, la haine anti-musulmane en France est aujourd'hui un phénomène massif. 66% des musulmans ayant subi des comportements racistes ces 5 dernières années, les actes islamophobes ont quant à eux augmenté de 72% en un an. Pourtant, des voix plus mesurées, comme celle de Jean-Michel Apathy, se sont vues censurées, limitées ou moins sollicitées malgré leurs expériences et leur approche factuelle. Ce constat met en lumière un biais. Certains discours, parfois extrêmes ou xénophobes, trouvent une tribune répétée, alors que des voix pondées sont écartées. Dans les médias privés, notamment sur certaines chaînes d'information, cette ligne éditoriale est assumée. Plateau homogène, débat orienté, vocabulaire anxiogène. Le problème est également présent dans les médias publics, censés incarner le pluralisme et la rigueur. À force, des discours historiquement portés par l'extrême droite s'érigent en opinion. La stigmatisation devient débat et l'Algérie, un sujet à charge.
La question est aujourd'hui éthique et démocratique. Il s'agit de revenir aux bases. Informer sans stigmatiser, débattre sans humilier et éviter que l'information ne devienne une arme dans une société française qui se replie et se déchire. Nous lisions en titre, l'opération de sécurité menée en Espagne, qui a ciblé un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue par voie maritime via l'océan Atlantique, a révélé que le Maroc constitue une principale plaque tournante de transit de ces substances toxiques vers l'Europe. Selon un communiqué du ministère espagnol de l'Intérieur, relayé par la chaîne Aura 24, l'opération menée en 2 phases, en Andalousie et aux îles Canaries, a abouti à l'arrestation de plus d'une centaine de personnes appartenant à un réseau criminel dangereux. Devenu un acteur central du système de trafic transfrontalier de stupéfiants vers l'Europe, ce réseau serait responsable de l'introduction d'environ 57 tonnes de cocaïne au cours de l'année écoulée. Les investigations ont montré que ce réseau utilisait des vedettes rapides partant des fleuves andalous, des îles Canaries et du Maroc pour rejoindre l'océan Atlantique où la drogue était transférée vers des navires en haute mer avant d'être écoulée dans plusieurs pays européens. Cette organisation transforme ainsi le royaume en plateforme majeure d'exportation de stupéfiants, mettant en évidence les défaillances du contrôle de ses frontières et de ses ports menés sur plus d'1 an avec la coopération de plusieurs pays. Cette opération confirme encore une fois que le Maroc demeure un maillon central de réseaux de trafic de drogue menaçant à la fois la sécurité européenne et la sécurité régionale et transformant la Méditerranée occidentale ainsi que l'océan Atlantique en zone d'activité privilégiée pour la criminalité organisée transcontinentale. Et au Maroc, les conditions de vie de la population ne cessent de se dégrader entre démolitions arbitraires, des habitations, marginalisation et répression. Les Marocains se retrouvent dans une situation précaire, mais restent déterminés à réclamer leur droit à une vie digne, nous dit Milad Hanin. Au Maroc, le quotidien de nombreuses familles est bouleversé par les démolitions orchestrées par le Merzen. Des personnes âgées, des femmes et des enfants sont jetés par ce froid à la rue, sans toit ni protection, confrontés à la peur et à l'incertitude. Je dors dans la rue et la nuit, je frappe aux portes des gens, mais personne ne m'ouvre. Je suis une femme âgée et je vis dans la peur. On nous a donné 15 jours pour sortir, puis ils ont démoli nos maisons et jeté nos affaires dans la rue. Parallèlement aux destructions de maisons, les opérations de démolition touchent les commerces qui constituaient la principale source de revenus des familles. Sont venus et nous ont dit vous avez 4 jours. Vendredi on coupe l'électricité et lundi on détruit les magasins. Comment pouvez-vous démolir 263 commerces qui font vivre 4-5 familles? Une situation qui plonge les familles dans le désarroi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au nom de la rédaction qui l'a préparé, au nom de l'équipe technique qui l'a réalisé, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.